Bonjour, dans cet épisode sur le thème des jeunes et de la technologie, en particulier à l'école, je voudrais t'aider à préparer les examens du DELF, du DALF ou du TCF, TEF sur ce sujet en abordant plusieurs points qui sont liés. Donc j'ai essayé de trouver un lien entre différents aspects touchant à ce thème pour t'aider à t'exprimer en français. Bonjour, si on ne se connaît pas, je suis Cathy Intro, coach de français certifié Neuro Language Coaching et j'aide les apprenants de niveau intermédiaire et avancé à perfectionner leur français dans la joie, la bonne humeur et avec efficacité. Que tu apprennes pour le plaisir, pour un examen, pour le travail, les études ou une combinaison de ces différentes raisons, j'espère que ce podcast t'aidera à améliorer ta compréhension, à t'exprimer et à te familiariser avec le contexte culturel en France et au Québec. Ce podcast est principalement enregistré à Montréal où je vis et travaille. Cette ville fait partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, Mohawk, et Montréal-Tiohtià:ke a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations de la région. Si tu veux développer ton vocabulaire, je t'invite à rejoindre l'espace Patreon pour télécharger la fiche associée à chaque épisode. Bonne écoute! Donc j'ai essayé de suivre un processus similaire à ce qu'on peut faire pour le DALF, c'est-à-dire à partir de mes lectures récentes d'articles sur ce sujet. J'ai identifié un thème, les jeunes et la technologie, en particulier à l'école. J'ai essayé de trouver une problématique accrocheuse, un titre qui donne envie d'écouter ce podcast et de soutenir mes idées par quelques arguments que j'ai notés à la main, à l'ancienne, comme ceux dont je vais te parler dans l'épisode. Et ensuite, donc, j'ai enregistré ce podcast. Donc, à partir du thème les jeunes et la technologie, je voulais trouver une question qui me permette de parler de plusieurs aspects complémentaires, c'est-à-dire venir en cours avec un ordinateur et l'utilisation de ChatGPT pour les devoirs. Donc, j'ai réfléchi à un titre ou à une question qui me permettrait de créer un lien entre tout ça et d'éveiller l'intérêt. Ça, c'est ce qu'on appelle une problématique, une question à laquelle il n'est pas simple de répondre et qui appelle donc une argumentation nuancée. Donc, pour attirer l'attention du lecteur, de l'auditoire, de ton examinateur, rien de mieux qu'une question un peu provocante. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette idée, ce titre, l'école devrait-elle être un endroit préservé de la technologie? C'est une question qui semble aller à contre-courant de l'évolution de la société, où on amène toujours plus de technologie dans les établissements scolaires, mais en même temps, on commence à noter dans l'actualité des initiatives pour limiter les usages de la technologie. Donc cette question, c'est tout à fait une question que tu pourrais trouver à un test du TCF et à laquelle tu dois répondre en 4 minutes 30. Alors, moi, je vais en parler un peu plus longtemps. Je voudrais te donner plusieurs idées, plusieurs arguments, des exemples, et puis discuter donc de différents aspects de l'utilisation de la technologie à l'école, pour différents âges. Donc, on va parler à la fois de l'école primaire, des collèges, des lycées, donc des adolescents et des étudiants. Donc, je vais répondre à la question en plusieurs étapes. Dans la première partie, je vais revenir sur la façon dont l'évolution de la technologie a changé la vie des étudiants aujourd'hui. Donc, en particulier, ici, plutôt à l'université, parce que l'usage des ordinateurs est un peu plus limité dans les classes inférieures, en tout cas en France, jusqu'à l'université, il y a peu d'équipements informatiques, notamment pour des questions budgétaires, parce que toutes les familles ne peuvent pas se le permettre et toutes les écoles n'ont pas non plus le budget pour équiper tous les étudiants, tous les élèves. Généralement, on utilise élèves quand on parle des personnes qui étudient jusqu'à la fin de l'école secondaire et étudiants pour ceux qui sont à l'université. Donc, à mon époque, donc l'université, ça fait plus de 20 ans maintenant que je l'ai quittée, les restrictions en matière de technologie faisaient qu'on ne pouvait pas apporter nos ordinateurs portables en cours. Le poids de cet objet et son autonomie au niveau de la batterie
rendait impossible son utilisation pendant toute une journée pour prendre des notes à l'université. Il fallait nécessairement trouver une prise pour le brancher et puis ça nous détruisait le dos si on devait le porter toute la journée. Donc, c'était pas une option à mon époque, mais depuis les progrès technologiques, c'est devenu monnaie courante. Donc, c'est devenu très courant, très commun de voir des amphithéâtres, des amphis de facultés, d'universités, remplis d'étudiants, 30, 40, 50, 100 étudiants, et tout le monde est en train de taper sur son ordinateur et donc caché un petit peu derrière l'écran de son ordinateur. Pourtant, de nombreuses études scientifiques montrent que la prise de notes manuscrites est plus efficace pour analyser et retenir l'information. En effet, elle mobilise plusieurs processus mentaux, donc elle fait travailler le cerveau d'une manière différente. On utilise plus de sens, on va utiliser le mouvement, notre main écrit, nos yeux voient la disposition sur la page. Ça nous oblige aussi à analyser en temps réel. Donc on va écouter ce que dit le professeur, mais comme à la main on ne peut pas écrire très vite, on doit analyser l'information pour retenir uniquement les idées essentielles qu'on va noter sur notre feuille, avec probablement des abréviations, donc écrire des formes plus courtes des mots, peut-être visualiser un peu mieux les relations logiques, les oppositions, les conséquences. Je sais que moi j'avais des symboles pour représenter les oppositions ou les conséquences. Au lieu d'écrire un mot, c'était un symbole visuel. Donc tu vois, ça fait beaucoup plus de moyens de intégrer les concepts que juste d'essayer de taper à la même vitesse que le prof est en train de parler. Tout ça, ça fait que on retient moins bien quand on écrit à l'ordinateur. Un deuxième changement important, c'est la relation entre les profs et les élèves physiquement. C'est-à-dire que avant, on était dans la salle avec un prof en face de nous et on se regardait. On pouvait se parler directement, il n'y avait pas d'obstacle. Alors, je vais pas te mentir, on n'était pas assidu à 100% du temps, on n'était pas concentré en permanence sur le prof. Il y a plein de moments où on gribouillait dans la marge, on laissait notre esprit divaguer en regardant par la fenêtre et on écoutait plus ou moins ce que disait le prof. Mais on avait ces moments d'ennui ou de relâchement du cerveau, alors que les étudiants avec un ordinateur peuvent être plus tentés de meubler ces moments-là. Donc au lieu de ne rien faire, de s'ennuyer ou de... Quand je dis que l'esprit divague, ce serait comme daydream en anglais. Donc au lieu d'avoir ces périodes qui favorisent la créativité et le repos, on va les remplir par la consultation des emails, peut-être répondre à un message à un ami, aller faire du shopping en ligne sur un site, jouer à un jeu. On est tout le temps stimulé. Donc le cerveau n'a pas ces espaces de repos. Et ça aussi, ça joue sur la rétention de l'information et la fatigue qu'on peut ressentir. L'écriture manuscrite aussi, le fait de prendre des notes à la main, ça peut jouer dans la manière dont on révise les cours. Pour revoir les informations, on va avoir nos notes de cours et on va peut-être faire une fiche mémo à côté. On peut passer de l'un à l'autre. Là aussi, il y a un côté très physique, spatial. Si on a pris toutes nos notes sur un écran, il manque une dimension. C'est très plat. Si c'est un ordinateur, on va le lire en vertical. Sur une tablette, c'est sûr qu'on peut plus reproduire l'aspect papier. Donc pourquoi pas prendre des notes avec un stylo sur une tablette. C'est un peu entre les deux. Ça peut être un bon compromis, mais on reste quand même avec quelque chose qu'on ne peut pas manipuler. On ne peut pas tourner les pages, avoir deux pages en même temps, ou alors il faut peut-être deux écrans. Donc c'est un peu moins manipulable. Et ça peut jouer aussi sur la capacité d'analyse des données et la rétention des informations. Donc j'ai parlé de plusieurs inconvénients qui sont apparus avec l'usage de la technologie. Mais il y a aussi des avantages, évidemment, donc des choses qui sont bénéfiques ou pratiques. Euh,
Notamment, ça permet une plus grande collaboration internationale. Si on pense aux étudiants de doctorat, c'est plus facile de mener des projets internationaux, des recherches internationales, quand on peut communiquer avec tous ces outils, quand on veut faire des travaux de groupe, un document, un Google Doc ou un document partagé où chacun peut apporter sa contribution en temps réel, c'est aussi hyper pratique et donc pourquoi s'en passer? Même si la période du Covid a pu créer un certain isolement, avec chacun dans son coin qui suit ses cours en ligne, mais peut-être un manque de communauté, on a pu aussi assister à l'apparition d'évolutions positives. Au lieu d'avoir le professeur dépositaire du savoir, donc le professeur qui possède tout le savoir et qui va le transmettre au cours d'un cours magistral, donc pendant un cours magistral, aux élèves qui sont passifs, qui attendent, qui écoutent ou qui regardent par la fenêtre, euh, on s'est rendu compte aussi que l'apprentissage pouvait se faire de manière autonome, peut-être avec des vidéos ou en consultant des manuels à l'avance, en préparant le cours. Puis ensuite, quand on est en présence du professeur, on peut en profiter pour poser des questions, approfondir, aller plus loin. Et donc c'est un travail complémentaire qui s'est mis en place, avec aussi la possibilité d'avoir un apprentissage social. Dans la préparation des cours, on peut faire ça en groupe. Et donc, ce processus de classe inversée ou de préparation et de travaux en groupe nous a amené une nouvelle dimension et un aspect peut-être un peu plus engageant et dynamique de l'enseignement. Et ça, la technologie l'a rendu plus possible que les options qu'on avait avant. Grâce à la technologie, c'est aussi plus facile d'adapter d'adapter les contenus aux différents profils d'élèves. Certains ont des besoins spéciaux et donc on peut rendre les cours plus accessibles. C'est aussi, il ne faut pas négliger, un gain d'espace dans les petites chambres d'étudiants parce que les livres, les manuels, les notes, tout ça, ça prend de la place et donc tout avoir sur son ordinateur. Quand on doit déménager, aller étudier à l'étranger, on peut tout emporter avec soi très facilement. Et donc, on a toujours nos ressources à disposition, à proximité. Donc, c'est quand même aussi très pratique. Et puis, la technologie fait partie du monde du travail et de notre vie en tant qu'adulte. On le voit avec les seniors qui ne maîtrisent pas la technologie. Ils sont handicapés pour effectuer certaines démarches administratives. Donc les compétences numériques, elles doivent aussi faire partie de l'école, elles doivent faire partie de notre quotidien à l'école. Donc c'est pour cette raison, et c'est là que je commence ma deuxième partie, l'école ne peut pas se tenir à l'écart des progrès technologiques. Donc on ne peut pas complètement supprimer la technologie de l'école, c'est une évidence. D'autant plus parce que dès le primaire, une fracture numérique pourrait se créer entre ceux qui ont accès aux outils technologiques en dehors de l'école et les autres. Par exemple, même dans les années 90, Internet commençait à arriver, mais en France, peu de familles avaient des ordinateurs personnels. Donc quand j'étais adolescente, en cours de technologie au collège, donc à l'âge de 13-14 ans, on avait des cours d'informatique. Et là, on voyait très clairement la différence entre les élèves comme moi qui avaient accès à un ordinateur à la maison et les autres. Quand on devait comparer nos vitesses d'écriture au clavier, quand on devait taper le plus vite possible, ou quand on devait apprendre comment lancer une application avec quelques lignes de code rudimentaires, quelques lignes de code basiques, euh, ceux qui avaient déjà fait ça à la maison étaient plus à l'aise. Et donc, c'est la même chose aujourd'hui. Ceux qui ont un ordinateur à la maison, des parents qui savent les utiliser, qui peuvent les guider, qui peuvent peut-être même les initier au codage ou les inscrire à des ateliers de codage en dehors de l'école, eh bien tout cela seront favorisés dans la vie professionnelle. Donc c'est la mission de l'école de pouvoir offrir les mêmes opportunités à tous les enfants en France. Donc les cours qui intègrent les outils numériques doivent être utilisés en classe. C'est une question d'égalité, d'équité, pardon, et ça permet de niveler, mettre à niveau, niveler les inégalités et de donner les mêmes opportunités à tout le monde. Mais paradoxalement, donc j'ai dit que offrir l'accès aux outils numériques à tout le monde,
ça permet de niveler les inégalités. Mais on est peut-être en train d'assister à une fracture inversée, si on veut, un phénomène inversé. Ou est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle fracture qui serait en train de se créer entre les enfants qui sont un petit peu laissés à eux-mêmes et dont la garde est déléguée aux écrans et aux outils technologiques, comparé aux familles où les parents restreignent, limitent l'usage des technologies et des écrans. Les parents qui peuvent être plus présents et encadrer leurs enfants, organiser des activités avec eux en dehors des outils numériques, transmettent de nouvelles compétences à leurs enfants. Donc, et c'est justement tout l'enjeu de ce débat sur la technologie à l'école. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réussisse à transmettre aux enfants à la fois les compétences numériques, mais aussi les compétences pour se débrouiller, s'occuper, développer son cerveau, sa créativité en dehors des outils numériques. Et ça, on a encore un petit peu de mal, on est encore en train de tâtonner, donc d'hésiter, de chercher comment faire ça. Comme j'ai mentionné tout à l'heure au sujet de l'adaptabilité, l'accessibilité et le dynamisme des cours, la technologie peut rendre les cours plus visuels, plus interactifs et plus intéressants pour développer de nouvelles compétences et pas seulement pour apprendre par cœur. Le modèle traditionnel de l'école, Jules Ferry en France, l'école qu'ont connue les boomers, les baby boomers, ça reposait beaucoup sur l'apprentissage par cœur et l'objectif, c'était la note finale, réussir l'examen. Est-ce que c'est mieux en termes d'apprentissage durable? Pas nécessairement. C'est là aussi qu'on doit trouver l'équilibre entre une école qui demande l'apprentissage de savoir, mais est-ce que c'est vraiment utile de connaître toutes les dates historiques et toute la chronologie des rois de France? C'est discutable. Mais en même temps, peut-être qu'il y a des profs qui m'écoutent. Quel prof de primaire ou de collège n'a jamais vu son activité sur Kahoot ou d'autres applications interactives être déraillée? Donc, le plan, c'était d'utiliser une activité interactive pour favoriser un apprentissage. Le résultat, c'est que les élèves sont entrés à fond dans le jeu, mais ils ont oublié le côté apprentissage. Donc, la technologie, c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'elle sert un objectif pédagogique et que c'est pas juste pour passer du temps et s'amuser en classe. Donc, à cet égard, les profs ont une responsabilité accrue concernant l'utilisation de la technologie. Ils sont les garants de la finalité et du maintien de l'objectif de l'activité. Donc, à partir de là, si la technologie est utilisée pour servir un projet pédagogique, il n'y a aucune raison de l'écarter de l'école et de dire il faut supprimer la technologie à l'école. Quel que soit le niveau, primaire, secondaire, université, au contraire, la technologie peut être un fabuleux espace d'expérimentation et de découverte. Et c'est là que j'en arrive à mon troisième point, qui est le réel enjeu, selon moi, de la technologie à l'école, qui est la vision qu'on a de la mission de l'école. Et moi, je vois plutôt l'institution scolaire comme un guide. Le projet pédagogique de l'école a incontestablement évolué depuis sa création, comme ont évolué les générations d'étudiants et d'élèves. On ne peut pas faire cours aujourd'hui comme on le faisait dans les années 1950. Donc l'objectif de l'école à sa création et aujourd'hui n'est pas du tout le même, et donc ça doit nous aider à orienter ce qu'on y fait. Si on considère d'un côté que une partie de la mission de l'école est de transmettre des savoirs, je pense qu'on est tous d'accord à ce sujet, il faut transmettre des savoirs de base en mathématiques, en langue, donc français en France, mais aussi langues étrangères, l'histoire pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et éviter de reproduire certaines erreurs. Malheureusement, l'efficacité est limitée, mais bon, on essaye de faire ce qu'on peut. Donc, si la mission de l'école, c'est de transmettre ces savoirs, alors, d'après ce qu'on sait, la technologie devrait être limitée, voire absente à certains moments. On sait que l'écriture manuscrite est supérieure à l'écriture au clavier sur un ordinateur. On sait qu'utiliser un dictionnaire papier, ça a de nombreux bénéfices comparé à Google Translate. Donc, oui, je pense qu'il y a certains moments où
l'école devrait, même l'université, devrait mettre en place, comme le font certains pays, certaines expérimentations, des moments sans technologie. Avec une réserve, toutefois, on peut aussi prendre en compte certains accommodements raisonnables. Donc, c'est ce qu'on appelle des exceptions, par exemple, ou des dérogations. C'est-à-dire que les élèves ou les étudiants qui ont des besoins particuliers, pour compenser des troubles de l'apprentissage, bien sûr, sont autorisés à utiliser les outils qui peuvent les aider. Parce que justement, c'est une vision assez nouvelle de l'école qui est une école plus inclusive. Auparavant, si l'élève n'était pas capable de suivre le modèle classique de l'école, il était juste rejeté de l'école, il sortait du système dès l'âge minimum auquel il avait droit de sortir. Aujourd'hui, ça nous choque un peu. Aujourd'hui, on pense qu'on doit aussi proposer une certaine équité à l'école, notamment en matière de troubles de l'apprentissage. Et c'est là que ça devient difficile, parce que s'il y a des passe-droits, donc les passe-droits, c'est une autorisation, mais ça laisse entendre que la légitimité n'est pas forcément reconnue. Donc si on dit une exception, une dérogation, ça semble plus légitime qu'un passe-droit. Certains parents peuvent penser qu'il peut y avoir des passe-droits pour certains élèves, mais pas pour leurs enfants, donc que c'est pas juste et que tout le monde devrait être aligné sur ces exceptions. Mais les élèves qui n'ont pas ces problèmes peuvent très bien faire les tâches sans avoir ces aides. Ça leur apporterait peut-être plus de facilité, mais du coup, ça diminuerait leurs opportunités d'apprentissage. Alors généralement, le problème dans ces cas-là, c'est pas les enfants. Les enfants, quand on leur explique, quand on pose des limites raisonnables, ils acceptent tout à fait ces situations. Par contre, certains parents refusent le cadre établi par l'enseignant et remettent en cause l'autorité de l'école. Parfois à juste titre, certains enseignants vont trop loin dans les restrictions, parfois ce sont les parents qui sont déraisonnables. Et c'est là qu'on a les conflits qui apparaissent. Donc, tout ça pour dire que je suis pour l'exclusion de la technologie à certains moments dans l'enseignement, tout en offrant la possibilité aux élèves qui en ont besoin d'utiliser les outils technologiques qui vont les aider à apprendre. Parce que c'est ça, si ils n'ont pas cette aide, ils ne vont pas être capables d'apprendre. Mais si c'est essentiel. Alors, qui peut juger si c'est essentiel? C'est un autre débat, je ne vais pas en parler dans ce podcast. Mais en tout cas, pour soutenir cette idée de limiter la technologie, on peut s'appuyer sur des expérimentations qui ont été faites dans plusieurs pays, plusieurs écoles, universités. Donc j'ai trouvé des exemples au Danemark, dans les écoles primaires. À l'université, on a plusieurs en France. L'université du Mans, Sciences Po Rennes et Sciences Po Angers, l'université de Sherbrooke au Québec. Souvent, ce sont des initiatives de professeurs ou un directeur d'école qui mettent en place un certain système. Donc, ce n'est pas encore des tests à grande échelle. Je ne sais pas si on peut déjà tirer des conclusions, mais les expérimentations individuelles qui ont été mises en place nous donnent plutôt des résultats probants pour les élèves. Donc, les résultats sont plutôt meilleurs et la concentration, surtout la qualité de la concentration et des interactions sociales s'améliore. Donc les élèves qui au départ sont désespérés et crient «Ah mais non, comment on va faire? C'est pas juste!» Ils n'ont jamais connu autre chose, donc évidemment ils sont un petit peu inquiets de savoir comment ils vont se débrouiller sans leur téléphone portable ou sans leurs réseaux sociaux, ou les étudiants ne savent pas comment ils vont prendre des notes sans ordinateur portable parce que ça fait mal aux doigts après 8 heures. Ils développeront le petit cal de l'écriture. Je suis sûre qu'ils vont trouver le moyen. Mais passé ce premier moment d'inquiétude face à la nouveauté, les humains sont résilients et ils trouvent des solutions. Donc les élèves qui n'ont plus de téléphone recommencent à se parler entre eux, à faire des jeux, à faire d'autres activités. L'humain n'est pas fait pour rester immobile, donc on va s'adapter. Même chose pour les étudiants, ce sera un peu difficile au début, mais comme on l'a fait à l'époque, ils vont apprendre à se sentir à l'aise dans dans cette nouvelle façon de procéder. Et puis, je trouve que c'est aussi
une invitation au dialogue et ça crée une sorte de lien entre les générations et on peut apprendre des choses des jeunes et ils peuvent apprendre des choses de nous. Alors, une tendance qu'on voit apparaître de plus en plus pour contrer en particulier l'utilisation des outils d'intelligence artificielle pour faire les devoirs à la maison. C'est la tendance à revenir aux examens oraux, donc les examens à l'oral, et aux interrogations écrites en classe. Et là, j'ai un avis vraiment partagé. D'un côté, je pense que c'est une bonne idée d'intégrer ou de réintégrer ce type d'évaluation en classe, en temps limité. Ça nous oblige à travailler, à préparer ces examens. C'est formateur, parce que même si je détestais ça en tant qu'élève, surtout les examens oraux, examens écrits, ça allait encore, mais en tant qu'élève ou étudiante, je détestais les oraux devant toute la classe. Mais quand j'ai pu bénéficier d'un encadrement pour apprendre comment faire cet exercice, j'ai vraiment acquis des compétences de façon durable et je pouvais être fière de moi d'être capable de faire ces choses-là qui me faisaient peur avant. Donc ça nous aide aussi à grandir et ça m'aide aujourd'hui à vous préparer aux examens et à écrire ce podcast. Cette capacité de parler sur le vif, donc de façon spontanée, plus ou moins préparée devant un auditoire, devant des gens qui t'écoutent, ce sont des compétences fondamentales si tu veux vraiment parler français à un haut niveau et si tu veux avoir une expression comparable à celle des personnes qui ont un haut niveau d'éducation scolaire. Donc pour moi, les deux méthodes d'évaluation sont complémentaires. D'un côté, des évaluations à la maison ou des devoirs à la maison qui sont peut-être plus ambitieux, qui demandent plus de recherche, qui demandent de l'approfondissement et de l'autonomie. Ça entraîne à d'autres compétences que ce qu'on peut évaluer avec une interro en classe, où là, l'objectif, c'est de vérifier si l'élève a acquis les compétences ou compris les concepts qu'on a tenté d'enseigner. Mais il y a deux choses auxquelles on doit réfléchir si on veut maintenir les deux. Premièrement, c'est l'organisation des devoirs, parce que en France, la journée d'école est déjà très longue. En plus, il y a des devoirs pendant peut-être 2 heures chaque soir. Les élèves sont fatigués et probablement n'apprennent pas autant que ce qu'on aimerait. Donc pourquoi pas créer des journées plus courtes avec des périodes d'études à l'école encadrées qui permettent de s'assurer que les élèves n'utilisent pas de façon incontrôlée et non productive les outils numériques. Et puis la deuxième chose à laquelle on doit réfléchir, c'est l'évaluation. Je pourrais faire un podcast entier sur cette question de l'évaluation en milieu scolaire. Il y a plein de choses à dire. Ça peut être un moteur pour les élèves qui sont des bons élèves, mais ça peut aussi être quelque chose de très traumatisant pour des élèves qui ont de la difficulté avec ces situations d'examen. Et ça, être mis sur le vif en situation d'examen, pour des élèves qui ont des problèmes d'anxiété, par exemple, ça ne leur donne pas l'opportunité d'exprimer leur potentiel ou de prouver qu'ils ont acquis les concepts. Peut-être que si on leur demande d'une façon plus informelle, ils sont capables de le faire, mais à cause du stress de l'examen, ils ne le sont plus capables. Donc, avoir les deux évaluations à la maison et en classe, pour moi, ça permet au moins d'équilibrer, ça permet aux élèves de montrer différentes compétences. Donc, en conclusion, je dirais que la technologie doit être présente à l'école comme une aide à l'apprentissage et aussi un objet d'étude pour acquérir les compétences numériques de base. Mais alors que les études montrent que le niveau en lecture, en compréhension écrite baisse et que d'autres compétences fondamentales sont aussi un peu fragiles, je pense que ça fait aussi partie de la mission de l'école de créer un lien avec le passé et potentiellement l'avenir si une panne d'Internet géante arrive, en formant les élèves aux deux types de situations et de compétences. Donc, l'école doit permettre aux élèves de fonctionner dans un univers numérique, mais aussi dans un univers sans technologie. Apprendre à lire une carte, apprendre à faire des calculs manuellement, organiser ses idées, être capable de réagir au quart de tour, sur le vif, et d'organiser ses pensées d'une façon très rapide quand on est mis sous le feu des projecteurs.
Ce sont des compétences de vie utiles et ça, c'est à l'école qu'on peut les développer de façon équitable entre tous les élèves. Donc en particulier concernant la prise de notes en cours, je pense que c'est important à tous les âges, qu'on soit à l'école primaire, adolescent ou à l'université. Je pense que c'est important de communiquer avec les élèves et les étudiants pour éviter de les infantiliser et de faire passer ça comme une interdiction un peu arbitraire. L'idéal, c'est d'expliquer comment ça fonctionne et de faire prendre conscience que c'est bénéfique pour eux. Parce que s'ils voient l'intérêt, s'ils comprennent à quoi ça sert, c'est beaucoup plus facile de prendre cette nouvelle habitude qui est un peu plus coûteuse à court terme, mais s'ils peuvent être conscients des bénéfices, on va faire l'effort. C'est comme aller courir ou faire du sport. C'est dur sur le coup, mais on voit les bénéfices sur notre santé et donc on le fait quand même. Mais par contre, je me pose quand même une question qui est de savoir si ce focus sur la technologie n'est pas finalement qu'un aspect marginal des dysfonctionnements d'un système qui est pris entre deux feux. En effet, on constate une hausse des violences à l'école et ça a un impact qui est quand même plus direct, plus visible et plus néfaste que la baisse de l'apprentissage. Alors peut-être que les deux sont liés, je ne sais pas, mais là où l'école est dans une position inconfortable, c'est que d'un côté, on a les exigences du public, ou la vision du public, les projets politiques et sociaux des gouvernements qui se succèdent, et chacun fait sa réforme de l'éducation, et puis ça manque de continuité ou de vision à long terme. Et de l'autre côté, on a la pression du privé, donc des familles, des individus, des parents qui mettent leurs enfants à l'école. Et là, on a une multitude de valeurs et de conceptions de l'école qui sont parfois difficiles à réconcilier. Donc on a une mission de l'école qui est sans cesse élargie, des budgets qui sont sans cesse réduits, et on a l'impression qu'on ne sait pas trop quelle vision on veut pour l'école. Chaque groupe défend une vision de l'école, mais on a du mal à se mettre d'accord dessus. Et au final, la technologie, c'est peut-être pas la priorité en termes de confort à l'école, mais c'est peut-être un point qui peut être rassembleur, un point sur lequel on peut tomber d'accord plus facilement pour au moins permettre aux élèves d'acquérir les savoirs qu'on veut transmettre et puis d'être prêts pour la vie d'adulte. Mais je pense quand même, pour élargir le sujet, que la question des violences en milieu scolaire devrait être la priorité qui nous occupe et qui aura nécessairement une influence sur les résultats scolaires des élèves, parce que si on est dans un climat qui n'est pas sécurisé, on apprend moins bien, tout simplement, et on ne peut pas mettre en place les réformes qui s'imposent. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que quand tu étais étudiant, tu utilisais un ordinateur à la maison, à l'école aussi? Qu'est-ce que tu penses des tendances actuelles et des expérimentations qui limitent l'utilisation des technologies en classe? N'hésite pas à partager pour continuer la conversation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimes ce podcast, tu sais que tu peux m'aider beaucoup en mettant des reviews, des étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, en le partageant avec tous les gens que tu connais autour de toi qui peuvent comprendre le français. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast pour recevoir les notifications, mais aussi à ma newsletter pour recevoir encore plus de conseils, de retours d'expérience, des cadeaux, des réductions et des informations sur mes programmes et services, et aussi tout simplement pour garder le contact. Ciao ciao!